Dans l'actualité de ce mercredi, polémique autour de l'état de santé du président Hissène Habré, Amnesty International s'en tient à la déclaration officielle. Selon l'ONG, le Sénégal n'est pas légitime pour aménager la peine de Habré vu qu'il a été jugé par les chambres africaines extraordinaires. Des kilomètres de voitures au ralenti, des chauffeurs qui grommellent dans un concert de klaxons, c'est ce que vivent les Dakarois aux heures de pointe. La difficile circulation est aggravée par l'exécution du programme des autoponts. 18 ouvrages dans tout le Sénégal, dont 13 dans la capitale. On vous explique tout dans un instant. Les habitants d'HLM Rufisque à Boudner, ils sont privés d'eau depuis plusieurs jours. La situation est intenable selon les populations. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi l'OMS qui veut élargir l'accès au traitement contre le diabète. La maladie est en forte progression dans le monde. 420 millions de diabétiques adultes contre 108 millions en 1980. Au Sénégal, plus d'1 million de personnes sont touchées. La sédentarité et la malbouffe sont les premiers facteurs qui favorisent le diabète. Les arguments sont irréconciliables entre le camp Habré et l'administration pénitentiaire, mais l'ONG internationale Amnesty croit sur parole l'autorité carcérale. Quant à l'aménagement de peine de Hissène Habré, l'ONG déclare que le Sénégal est illégitime suivant les explications de Seydi Gassama. Nous nous en tenons à la déclaration officielle de l'État qui dit qu'il est en bonne santé et nous pensons qu'il doit purger la peine pour laquelle il a été condamné. Hissène Habré est quand même condamné pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Autrement dit, des crimes pour lesquels des milliers de personnes sont mortes. On ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, il a de petits bobos, il faut le libérer et le sortir de prison. C'est pas possible. Beaucoup de ces victimes sont encore là. Beaucoup des familles des victimes sont encore là. Parmi les victimes, il y en a qui sont malades et qui n'ont pas accès aux soins. Donc le sortir après seulement 6 ans de détention, ce serait scandaleux. Je voulais aussi préciser que Hissène Habré a été jugé par les chambres africaines extraordinaires, créées par l'Union africaine. Il n'a pas été jugé par les juridictions sénégalaises. Donc, si aujourd'hui Hissène Habré devrait être gracié, très certainement l'État du Sénégal ne devrait pas le faire. Il ne pourrait le faire qu'avec, évidemment, l'autorisation de l'Union africaine. Nouvelle année académique pour les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette année, l'innovation première réside dans le renforcement de la sécurité au sein du COUD et la modernisation des pavillons. Une initiative bien saluée par les étudiants qui espèrent vivre une année académique bien paisible. Aïssatou Gueiba et Amadou Ba. Ce dispositif inhabituel annonce l'ouverture du campus social, de nouvelles mesures pour demander aux étudiants de décliner leur identité. Cette année, des innovations sont annoncées dans le domaine des logements. Par mettre en place un dispositif de contrôle au niveau des différents postes. C'est ainsi que tous les usagers du campus, en particulier les étudiants, actuellement font l'objet de contrôles. En plus d'avoir ouvert pratiquement les 4/5 de notre capacité d'accueil, nous avons ouvert pratiquement 3 blocs de restauration universitaire. Il y aura désormais des lits en fer. Tous les lits en bois du pavillon A ont été enlevés et remplacés par des lits en fer superposés. Deuxièmement, ces lits en fer seront accompagnés par des matelas orthopédiques. Les étudiants approuvent ces mesures de sécurité. Du côté des pavillons, avec la réfection de certains pavillons, mais aussi du côté du personnel et de la restauration, on constate un changement positif. C'est du côté de la sécurité, c'est-à-dire l'entrée et sortie des étudiants a changé par rapport à l'année passée. Les agents de sécurité, comment ils travaillent avant et actuel, il y a de la rigueur là-dessus. Donc voilà, et il a augmenté le personnel. Et il a mis un peu partout, dans tous les coins, là où il y a accès à l'université, il a mis là-bas des agents de sécurité. Donc c'est quelque chose à saluer franchement. Les portes du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, ouvertes depuis le 4 novembre 2019, une présence des étudiants qui n'est pas encore totalement effective en cette année académique 2019-2020.
Oui, année académique perturbée surtout à l'université Alioune Diop de Bambey. Le gouverneur de Diourbel invite d'ailleurs les étudiants à la patience pour permettre à l'État d'assurer la montée en puissance de cette jeune université. Gorgui Mbaye l'a dit en marge de la conférence territoriale tenue à Diourbel. Nous-mêmes, nous souhaitons une accélération des travaux. Bon, comprenez bien qu'une université, ce n'est pas un lycée. Une université aussi ne démarre pas clé en main. C'est une université, c'est un établissement de recherche qui monte en puissance au fil des années. L'État est conscient de ça. Beaucoup d'investissements ont été consentis pour l'université de Bambey. Ça continue, il y a beaucoup de projets, des bâtiments sont en chantier. Mais il faudrait aussi que tout le monde fasse un effort, aussi bien que l'État, les autorités universitaires, mais aussi les étudiants, d'être beaucoup plus patients, n'est-ce pas? Et attendre que tous ces projets-là se terminent. Ça ne peut pas se terminer 2 jours au lendemain. Mais c'est un processus. Les travaux quand même sont lancés. Certains sont en cours. Donc il faut beaucoup plus de patience. J'espère bien que tout ça va se terminer bientôt. À l'image des autres universités du Sénégal. Partout il y a des chantiers, il y a énormément d'investissements qui ont été, n'est-ce pas, consentis pour ces universités-là, qui, comme je rappelle, montent en puissance. Même l'université de Dakar, n'est-ce pas, qui est née après les indépendances, vous voyez qu'il y a des bâtiments, il y a des chantiers encore à l'intérieur. J'ose dire même qu'à l'université, les travaux ne sont jamais terminés dans l'université. Donc au fur et à mesure, on a des nouveaux besoins, au fur et à mesure, on a la demande monte, n'est-ce pas, les aspirations, mais l'État est aussi ambitieux que les étudiants. Mais j'appelle tout le monde à la patience. HLM Rufisque assoiffé, les populations réclament le liquide précieux. Voilà plusieurs jours que les robinets ne coulent plus, une situation intenable selon les habitants. C'est un reportage de Ousseynou Thiam et Ahmadou Bambassamb. L'eau ne coule plus à flot aux HLM Rufisque et ses quartiers environnants. Un véritable casse-tête chez les populations qui se disent préoccupées par ce manque d'eau. Notre gagne-pain réside dans l'eau. Nous tirons nos profits du lavage des véhicules. Et ce manque d'eau nous fatigue. Avec ce manque d'eau persistant, nous sommes obligés d'aller vers d'autres sources. Nous avons besoin de l'eau pour entretenir notre famille. Avant, nous gagnions quotidiennement 5 000 francs. Aujourd'hui, nous n'arrivons même plus à gagner 2 000 ou bien 3 000 francs. Il faut que les autorités nous aident à dépasser cette situation. Il nous arrive de rester 3 jours sans eau, voire même une semaine. Nos enfants vont à l'école sans prendre le bain. Une eau de mauvaise qualité, source de toutes sortes de maladies, selon les habitants des HLM qui réclament le départ de la société en charge de la distribution. La qualité de l'eau elle est mauvaise, avec une odeur nauséabonde qui crée des diarrhées chez les enfants. Pour avoir quelques gouttes d'eau, il faut se réveiller à 3 h du matin ou à 4 h du matin. On ne va pas laisser la SDE nous assoiffer ou nous déshydrater. Il faut que la SDE parte. On ne peut plus vivre dans ces conditions-là. À noter que ce manque d'eau n'est pas spécifique au quartier des HLM. D'autres localités de Rufisque souffrent énormément de ce manque d'eau. Merci Ousseynou. Et puis le mouvement d'humeur des handicapés moteurs de Dakar le 6 novembre dernier suite à une sommation de déguerpissement de leur siège social situé à la Médina. Le sous-préfet de Dakar Plateau a reçu l'association. Des solutions seront prises au plus vite pour que ces personnes vivant avec un handicap rejoignent leur siège dans les meilleurs délais. C'est un reportage de Maguette Souare Diallo et Amadouba. Ces personnes vivant avec un handicap étaient dans la rue le 6 novembre dernier. Un mouvement d'humeur suite à leur expulsion de leur siège social. Ils sont revenus à de meilleurs sentiments suite à la médiation du sous-préfet de Dakar Plateau. Nous sortons de cette réunion avec une confiance parce que nous avons rencontré un préfet très dévoué à la cause et qui a très bien compris et qui s'est proposé d'être le facilitateur pour nous aider à trouver les problèmes, les solutions idoines à nos problèmes qui sont urgentes, surtout le problème du siège. Et les autres, il est engagé ensemble avec nous de nous accompagner avec la direction de l'action sociale. Occasion saisie pour revenir sur l'importance de ce siège social pour cette communauté. Nous avons beaucoup de projets que nous développons à la Russie
imaginez que si on quitte ce siège-là, tout sera voué à l'échec. On va reprendre tout à zéro. Et les bailleurs ne vont pas encore nous tenir, nous serons plus crédibles face aux bailleurs. Et c'est ça le danger. Les autorités promettent de se pencher sur la question pour trouver une solution le plus rapidement possible. Alors où je vous parle, j'ai saisi le préfet hier, le maire étant absent d'ici. Ils ont aussi posé le problème auprès du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Nous allons faire une synthèse de tous ces problèmes-là, rencontrer le bailleur, rencontrer, n'est-ce pas, le maire et même le ministre de la Santé et de l'Action sociale pour voir comment trouver une solution définitive à ce problème-là. Suite à une sommation, ces citoyens vivant avec un handicap vivaient hors de leur local habituel. Ils ont bénéficié du soutien de la ville de Dakar après leur rencontre avec le sous-préfet de Dakar Plateau. Ils espèrent de lendemain meilleur. Merci Maguette. Vous l'avez peut-être vécu, c'est un vrai martyre d'emprunter les routes de Dakar en ce moment. Les automobilistes se plaignent des kilomètres d'embouteillage au niveau de la VDN et de la route de Yoff. Ces bouchons sont causés par les travaux d'autopont entamés sur ces sites. Si vous prenez ces voies aux heures de pointe, bien on vous souhaite bon courage. Regardez ce reportage de Fatima Touré et Ababakar Kamara. Le démarrage des travaux relatifs aux autoponts à Dakar ne sont pas sans conséquences pour les automobilistes. Sur la VDN ou à Yoff, les embouteillages deviennent de plus en plus monstres. Une situation difficile, surtout aux heures de pointe. Les embouteillages sont énormes et c'est dû aux travaux. Il y a beaucoup de déviations. Il y en a ici à la cité Keur Gorgui, mais également à Sacré-Cœur. C'est difficile pour nous. Les embouteillages, nous n'en pouvons plus. C'est très difficile de circuler. Il faut que les autorités nous aident pour que la circulation soit beaucoup plus fluide. Ils devaient d'abord terminer les travaux entamés sur la VDN avant d'entamer d'autres. Faire des travaux pour décongestionner le trafic urbain est une initiative noble, mais selon nos interlocuteurs, il faudrait au préalable des mesures d'accompagnement. D'abord, c'est une très belle initiative que de construire un autopont pour fluidifier le trafic, certes, mais en même temps, les mesures d'accompagnement me paraissent quand même insuffisantes dans la mesure où donc pour quitter par exemple juste Nord Foire derrière la SD pour rallier l'aéroport, l'ancien aéroport, c'est un calvaire, vous pouvez faire 1 heure à 1h30. Les usagers aussi souffrent cette situation. Selon eux, toutes leurs activités sont au ralenti à cause de ces bouchons. Et c'est pas du tout normal parce que nous, quand on descend, on doit apprendre nos leçons, on doit faire nos exercices. Et c'est pas du tout normal parce que ça nous donne même pas 2 heures de temps pour apprendre et l'élève doit avoir 8 heures de sommeil par jour. Mais là, ils ont créé une déviation au niveau de Yoff et c'est pas normal, c'est difficile. La durée d'exécution du projet des autoponts est de 44 mois selon l'AGEROUTE. En attendant, automobilistes et usagers disent souffrir le martyre. Ils demandent que des mesures soient prises pour rendre fluide la circulation. Et oui, Fatima, cet écolier a raison, l'élève doit avoir 8 heures de sommeil. En tout cas, les habitants de ces localités, surtout ceux de Ouest Foire, ne sont pas encore au bout de leur peine. Ces travaux sont dans le programme des 13 autoponts de Dakar et 5 dans les régions, 18 ouvrages au total. Des autoponts vont donc sortir de terre à la cité Keur Gorgui, au niveau du cimetière Saint-Lazare et au rond-point Yoff. Le trafic a toujours été dense à hauteur de ce giratoire. Le but de ces travaux, justement, c'est de fluidifier la circulation selon les explications de la Géroute. On a ouvert sur Dakar, mais bon, on rappelle aux gens que c'est le 3e site qui correspond à 5 ouvrages. Parce que je le rappelle tout le temps, sur Keur Gorgui, on a 2 ouvrages et sur Saint-Lazare, on a 2 ouvrages aussi. Donc sur les ouvrages qui vont venir aussi, on va essayer d'améliorer cette communication parce qu'on a essayé de bien faire sur Yoff, mais bon, comme je dis, vu les retours qu'on a, on va essayer de l'améliorer aussi sur les autres ouvrages. D'après l'analyse qu'on a eu à faire par rapport au trafic et à la sécurité routière, les gens, les usagers auxquels on porte le plus de préjudice, ce sont les populations qui habitent à Ouest Foire ou bien qui sortent d'Ouest Foire pour aller vers l'aéroport. Et pour les gens qui habitent à Ouest Foire, je pense qu'ils ont une alternative aussi. En quittant Ouest Foire, on peut aller vers la VDN. Pour l'hôpital, c'était un cas particulier qu'on a eu à étudier aussi, parce que si vous prenez la déviation qu'on a fait, qui fait une fois 2 voies du côté de Philippe Maguilène Senghor, pour tous ceux qui viennent de la Padoue pour aller dans le sens de l'aéroport,
l'accès à Philippe Maguilène Senghor est toujours assuré. Pour ceux qui viennent de l'aéroport pour aller à Philippe Maguilène Senghor, ils peuvent aller jusqu'à l'échangeur du CCS et revenir sur Philippe Maguilène Senghor. Donc l'accessibilité est toujours garantie. Une chose qu'on a mis en plus, c'est pour les ambulances. Parce qu'on sait qu'on fait un chantier, les ambulances souvent, on a des cas d'urgence qui font que faire le tour, ça peut être difficile. C'est pourquoi on a mis en place de manière exceptionnelle une accessibilité pour tout ce qui est handicap, pour tout ce qui est plutôt ambulance et sapeurs-pompiers pour passer à travers le chantier en cas d'évacuation ou bien en cas de besoin. Parlons maintenant de l'application de la nouvelle convention collective dans les entreprises de presse. La date limite approche, mais certains patrons de presse ne sont pas dans les dispositions pour l'effectivité. Pour le Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse, les mesures d'accompagnement qui devraient faciliter la transmission ne sont pas respectées. La Convention des jeunes reporters, quant à elle, plaide pour une mise en vigueur définitive de la convention collective. Voyons tout cela avec Aminata Baresso et Mardieng. Le 31 décembre 2019, date fixée au patron de presse pour l'application définitive de la convention collective. Il faut souligner, je le répète encore une fois, que les mesures d'accompagnement qui devaient encadrer cette convention collective-là, ces mesures d'encadrement n'ont pas été prises. Et malheureusement, il faut le dire, c'est la volonté politique du gouvernement qui fait défaut. Et aucune entreprise n'aura d'excuses pour ne pas appliquer parce que l'État leur a donné 1 an pour régulariser, voir comment mettre en application cette convention collective. Le retard dans la signature des textes d'application du nouveau code de la presse, entre autres explications données. Il est vrai que si cette date de mise en application avait été retenue, c'était pour que dans le même temps, l'environnement global de la presse puisse changer entre-temps. Il y a 2 ans et demi maintenant, a été adopté le Code de la presse en juin 2017. Donc ce Code de la presse devait être suivi de certains décrets d'application, de certains textes. Malheureusement, au jour où je vous parle, aucun des textes d'application du Code de la presse n'ont été pris. C'est que le Code de la presse ne règle pas le problème des salaires. Le Code de la presse, il y a des avantages qui sont inclus là-dedans, c'est-à-dire ça va permettre d'assainir un peu le milieu si toutes les dispositions appliquées dans toute leur rigueur, bien sûr. La nouvelle convention collective devrait permettre une revalorisation salariale des techniciens et journalistes, parallèlement au nouveau Code de la presse qui devrait assainir le milieu. Les entreprises de presse traversent quand même une situation économique et sociale extrêmement difficile. Il y a eu la volonté des patrons de presse de signer une nouvelle convention collective pour améliorer les conditions matérielles et sociales de leurs travailleurs, mais l'environnement n'est pas pour le moment propice. Les inspecteurs du travail, en tout cas, doivent faire leur travail pour veiller à ce que toutes les dispositions de la nouvelle convention collective du secteur de la presse soient appliquées dans sa totalité et dans sa rigueur. Cette convention collective est adoptée en novembre 2018. Elle est mise en vigueur en janvier 2019. Mais pour des raisons de trésorerie, un consensus avait été trouvé avec les patrons de presse pour fixer la date définitive de l'application au 31 décembre 2019. Merci Aminata. L'Organisation mondiale de la santé va examiner pour la première fois s'il est possible d'inclure l'insuline humaine, un traitement contre le diabète, sur sa liste des médicaments préqualifiés afin d'élargir l'accès au traitement. L'OMS a fait cette annonce en prélude à la journée mondiale du diabète célébrée demain jeudi. La maladie est en hausse dans le monde entier et progresse plus rapidement dans les pays à faible revenu comme le nôtre. Au Sénégal, on compte plus d'1 million de diabétiques et parmi les causes, la malbouffe et la sédentarité sont indexées par les spécialistes. Voyons tout cela avec Pape Faraning et Amadouba. Plus de 3% de la population sénégalaise sont atteints du diabète. La situation est devenue alarmante. Pour le moment, les dernières statistiques montrent que plus d'1 million de personnes sont diabétiques. Pour être un peu plus concret, si on rapporte à 15 millions d'habitants, on va dire qu'il y a 500 000 diabétiques, mais la réalité, c'est que quand il y a un diabétique qui est diagnostiqué, il y en a 2 qui sont méconnus. Donc, en supposant qu'on ait plus d'1 million de diabétiques, voilà, certains se connaissent, certains ne se connaissent pas. Comme c'est une maladie sournoise, ma foi,
beaucoup de personnes ne se dépistent pas et ils vont développer la maladie ou les complications de la maladie sans trop le savoir ou le savoir tardivement. Une pathologie due à un défaut de pancréas causé souvent par une alimentation non équilibrée et l'absence d'activité sportive. Il y a le style de vie, il y a la prévalence de l'obésité qui augmente, il y a la sédentarité, il n'y a plus d'espace pour faire du sport, il n'y en a plus peut-être cette volonté, le manque de temps, le stress, l'alimentation qui est déséquilibrée, qui favorise des excès caloriques, ce qu'on appelle la malbouffe de façon générale. Donc ce sont des facteurs qui impactent sur la prévalence de ce qu'on appelle le syndrome métabolique. C'est ce qui associe l'obésité, en particulier abdominale, l'hypertension artérielle, le diabète, le cholestérol et tout ça. La prise en charge souvent rendue difficile par un manque d'information des patients qui font recours à la médecine traditionnelle. La prise en charge se décline en 4 axes. Le premier axe, c'est la détection, le dépistage, que ce soit de la maladie ou de ses complications. Pas trop sucré, pas trop salé, peu de gras, beaucoup de fruits, de légumes autant que possible. Ou de tentations de traitement charlatanesque là qu'il y a autour de cette maladie. Et c'est un gros souci de retard diagnostique. Et quand il y a les complications, ils quittent les médicaments traditionnels pour venir à l'hôpital. Avec cette maladie qui prend de l'ampleur, une sensibilisation et une bonne formation du personnel de santé demeurent essentielles pour contrecarrer le diabète. Merci Pafara. Un mot de culture, l'éducation à l'image au cœur de la 19e édition du festival Images et Vie qui se déroule du 20 au 24 novembre prochain, le 20 novembre, jour de commémoration du 30e anniversaire de la Convention des Nations Unies. Un fort plaidoyer sera fait sur le droit à l'éducation pour tous. Suivons plus d'explications avec Fatou Mbaye, la directrice du festival. C'est un festival qui est à sa 19e édition, donc c'est notre activité phare. Donc chaque année on organise un festival pour au moins que les gens voient ce que les jeunes font pour les films, parce que vous voyez qu'au Sénégal le cinéma est un peu endormi, donc c'est une occasion pour les jeunes de montrer ce qu'ils font dans les milieux cinématographiques. Il y a un volet itinérant après le festival. À partir du 27 jusqu'au 1er, on a prévu de faire des projections en plein air dans les régions de Thiès, Diourbel et de Fatick. Donc le festival continue dans les régions. Le festival coïncide avec le 30e, c'est la commémoration des droits de l'enfant. Et en plus, on avait fait une formation en amont depuis le mois d'avril avec les enfants sur les prises de vue et la photo. Donc c'est une occasion de valoriser ça. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info avec vous, Aram Touré. Vous recevez Monsieur Alioune Fall.